Non, mais bonsoir tout d'abord. En fait, Alexandre, qui est là-bas, lève-toi s'il te plaît, Alexandre. Tu as quand même animé magistralement toute la partie informatique. Au départ, Alexandre m'avait dit « Oui, mais tu nous fais une chorégraphie ». Et je lui ai dit « Ok, le lac des cygnes ». Alors, attention, hein, quand je parle du lac des cygnes, c'est que dès le départ, je me mettais en Siegfried recruteur. Alors, je ne sais pas quelle entreprise va jouer aux dettes, si vous connaissez l'histoire du lac des cygnes, sinon je vous conseille d'y aller. Moi, il y a une chose, le lac des cygnes, c'est un drame. Hein. Moi, il y a quand même un drame dans cette histoire de la marque employeur, quelque chose qui m'interpelle. Parce que, globalement, la marque employeur, j'en entends parler depuis des années et des années et des années. J'ai commencé à discuter de là-dessus avec celui qui nous a ramené ça des États-Unis, un certain Didier Pittelet. Ensuite, avec quelques précurseurs du style Vincent Berthelot et d'autres, qui ont sorti des ouvrages assez consistants sur le système. Et donc, globalement, tout va bien. La marque employeur, ça s'est diffusé depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années. On n'a plus de problème. Et puis, malgré tout, je ne reviendrai pas sur le graphique présenté tout à l'heure par Florent, mais encore, on sait que d'une certaine façon, on a 50% des personnes qu'on recrute qui se barrent dans les 2 ans. Il n'y a pas quelque chose qui dérape là? Parce que si on était si bon que ça, vous n'avez pas l'impression qu'on est en train d'essayer de remplir le tonneau des Danaïdes? Ou d'une certaine manière, eh bien, on essaie de donner une image, une impression, des services particulièrement intéressants, mais où ces espèces de vaches de salariés qui ne sont pas du tout reconnaissants de tous les efforts qu'on fait, finissent quand même par se barrer. Parce que, soyons honnêtes, ce chiffre de 50%, il ne bouge pas. Si la marque employeur c'était si génial que ça ne serait qu'en train de diminuer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas véritablement de réponse. Mais trop souvent, très souvent aussi, c'est pas le cas des entreprises qu'on a vues défiler cet après-midi. Le terme défiler n'est pas terrible, je trouve. Mais c'est pas le cas des entreprises que nous avons vues cet après-midi. Mais très souvent, la marque employeur ou la marque territoire, hein, je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit, c'est un petit peu la publicité de la marque de lessive. Un baril de marque employeur échangé contre 2. Il faut que l'on apprenne, d'une certaine façon, à se séparer de ces logiques qui sont parfois très marketing, trop marketing, ou tout du moins qui en sont une caricature. Et je pense que tous les exemples que vous avez vus montrent bien que d'une certaine façon, eh bien, on essaye de s'en libérer. On essaye d'avoir d'autres approches. Mais malgré tout, on est toujours confronté. Et c'est ce qui fait que, globalement, le sujet de la marque employeur et de l'articulation avec la marque territoriale continue de faire venir énormément de personnes. Parce que ça continue de nous intéresser et de nous poser questions. Parce qu'on a toujours des difficultés à recruter. L'une des questions que j'aurais envie de me poser, et là c'est aussi quelque chose qui n'est peut-être pas sorti des échanges, ou tout du moins pas aussi directement. Mais pour moi, le terme a été cité une fois. Pour moi, il y a une vraie logique de développement de ce que je vais appeler une gestion prévisionnelle de l'emploi et d'un point de vue territorial. La vraie question, elle est là. Parce que sinon, on va toujours essayer de recruter, puis on va essayer de remplacer, etc. Mais est-ce que l'on n'aurait pas intérêt à développer une GPET, gestion prévisionnelle de l'emploi territorial? Ce serait quand même quelque chose d'intéressant. Essayer d'anticiper les besoins de compétences sur les territoires, au-delà des grands discours, mais ceci se fait en allant regarder les implantations prévisibles, l'évolution de tout un ensemble d'entreprises. J'en passe et les meilleurs. On a certainement le besoin de savoir articuler les deux. Une gestion prévisionnelle de l'emploi sur les territoires,
et d'une certaine façon, mieux valoriser aussi nos entreprises au sein des territoires. Ce sont les deux éléments d'une même pièce en définitive. Parce que d'une certaine façon, et ça c'est quelque chose que nombre d'entreprises ont bien souvent oublié. Vous savez, très souvent, et j'ai été DRH, eh bien, nous avons des entreprises, des organisations qui se sont structurées, qui ont évolué avec une logique de « Ok, on va essayer d'optimiser nos processus, on va fonctionner le mieux possible, etc. » Puis on oublie de capitaliser sur nos savoirs. C'est la célèbre thématique de l'organisation apprenante. Cette organisation apprenante, c'est aussi un élément de valorisation extrêmement important. On a parlé de la nécessité de savoir équilibrer vie privée, vie professionnelle. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais il y a aussi, au-delà de tout cela, si je viens bosser chez vous, qu'est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais être simplement une ressource, dans le mauvais sens du terme, ou est-ce que d'une certaine façon, on va être capable de développer mes ressources? L'un des enjeux, il est là. Et d'une certaine façon, et moi c'est véritablement, Maxime, je te remercie de cette invitation, mais il y a vraiment quelque chose qui transparaît aussi au travers de cet après-midi, c'est que d'une certaine manière, tout ceci ne peut pas se mettre en place s'il n'y a pas une véritable collaboration de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Mettre en place une gestion prévisionnelle de l'emploi au niveau d'un territoire, ça nécessite de fédérer tous les acteurs. Mettre en place une valorisation d'un territoire au travers de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est aussi la nécessité que de fédérer tous les acteurs. Et d'une certaine façon, cette fédération, elle est là pour nous aider à trouver les bonnes compétences, à les valoriser, à les faire grandir, parce que ça aussi, on sait très bien que d'une certaine façon, si vous recrutez quelqu'un qui n'évolue pas, il vous quittera. Voilà ce que je voulais dire, et vraiment le point le plus important que moi je retiens au travers des différentes interventions, c'est cette nécessité absolue que de ne plus travailler en silo, mais que de redécouvrir véritablement les logiques de la collaboration, sachant qu'une collaboration, c'est pas « tiens, j'ai besoin de ça, tu peux me le donner ?» Non, une collaboration, c'est « tiens, j'ai trouvé ça, ça peut t'intéresser. » Ça veut donc dire qu'on a la nécessité d'avoir une connaissance des besoins des uns et des autres sur l'ensemble du territoire si on veut pouvoir collaborer véritablement. Ben merci François, c'est le sujet de Human DRS 2, Human DRS 3, Christian, Daniel peut-être. Bon, merci à toi François Gueuse, on te retrouve avec le MAG-RH sur un jeudi, un spécial recrutement il me semble, hein, c'est ça? Tout à fait. 400 pages peut-être Non, 250 cette fois-ci, voilà. On a fait plus limité. Ceux qui le lisent savent bien qu'à chaque fois c'est très riche en termes d'interviews et on aura d'ailleurs un petit retour sur Human DRS, on t'en remercie. Tout à fait. À bientôt. Merci.